Donc aujourd'hui, on est sur un focus web du pôle Biomassif Central. Donc, c'est je sais plus au combienième on en est, mais c'est pas le premier. Donc ce sont des petits webinaires, organisés par le pôle Biomassif Central. Donc le pôle Bio, c'est une association, basée sur le Massif Central, association dont l'objet est le développement de l'agriculture bio sur ce massif, donc qui est composé de 4 régions et qui concerne donc 22 départements, qui sont en entier ou partiellement sur le Massif Central. Et donc à travers, ces focus web, l'idée c'est de pouvoir vous présenter des résultats intéressants issus de la recherche ou du terrain, donc principalement des résultats, de projets de recherche-développement qui sont pilotés par le pôle ou par nos partenaires. On a aussi eu des focus web invités où nos partenaires ont présenté, certains de leurs travaux. C'est aussi des temps qui peuvent vous permettre de prendre la parole, d'échanger sur les sujets qu'on vous propose, et qui sont donc réfléchis pour s'adapter aussi à vos besoins. On essaie de trouver des thématiques qui vous concernent. Et donc c'est organisé par le pôle, comme je le disais, dans le cadre de son programme Opération Biomasse Centrale Horizon 2030 et donc pour accompagner, les acteurs de la bio pour plus de bio local et durable sur le Massif Central. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des résultats issus du projet Bioviande. Donc c'est un projet piloté par le pôle bio en l'occurrence, qui en est à sa deuxième tranche sur les années 2020 à 2022. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, c'est Capucine qui vous fera la présentation, qui vous présentera un peu plus, ce projet tout à l'heure. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Donc Capucine, elle est toujours stagiaire au pôle bio depuis 6 mois. Elle termine cette semaine et donc elle a travaillé avec nous et avec, Émilie Ollion, donc qui est conseillère en élevage, au sein de Par les Cornes, sur l'évolution des fermes bovines allaitantes qui engraissent en valorisant l'herbe dans le Massif Central, suite à leur conversion à la bio. Donc on va effectivement parler de trajectoire de conversion et des changements que ça a pu impliquer, sur les fermes enquêtées. Donc voilà, je laisse la parole à Capucine. Bonjour à tous. Hop. Alors, donc, pour vous présenter d'abord le sommaire, donc un peu comment je vais organiser ma présentation. Donc, déjà pour me présenter rapidement, donc je suis en stage de fin d'études d'ingénieur agronome à AgroParisTech, et donc là c'est un peu les résultats de 6 mois de travail avec le pôle bio et puis avec Émilie de Par les Cornes. Du coup, je vais d'abord vous présenter un peu le contexte, vous rappeler ce que c'est que le projet Bioviande, et puis je vais vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour faire cette étude. En troisième, je vous présenterai un peu les échantillons, donc les élevages avec lesquels j'ai travaillé. Et puis enfin, les résultats, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces trajectoires types, puisque c'est le sujet abordé. Et enfin, je vous proposerai quelques éléments de discussion sur qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir effectué ce travail. Donc tout d'abord, pour vous rappeler ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le projet Bioviande. En gros, c'est un projet qui se fait du coup à l'échelle du Massif Central et qui s'intéresse aux élevages bovins et ovins allaitants bio. C'est un projet qui se focalise sur, la valorisation, les élevages qui valorisent l'herbe au maximum et qui finissent leurs animaux, et c'est vraiment un projet qui se veut, collaboratif entre les acteurs, de la filière, à la fois, issus de l'amont et de l'aval. Donc ce qui a entraîné la mise en place de ce projet, c'est, la volonté des acteurs de la filière de créer une dynamique qui soit, tournée autour de l'échange, entre les acteurs d'amont et d'aval, dans l'objectif de co-construire à terme, la filière et ses débouchés. Pour faire une rapide, chronologie du projet, parce qu'on va voir que ça a un petit peu impacté, le travail qui a été mis en place. En gros, l'idée de mettre en place ce projet, elle a émergé entre 2014 et 2018, dans le cadre d'échanges, au sein du groupe d'échanges thématiques, en agriculture biologique. Et ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est un projet qui s'est fait en 2 tranches avec, un petit laps de temps entre les 2 tranches dû à un retard de financement, et le contexte, on va dire la conjoncture a pas mal évolué entre la première et la seconde tranche avec, toutes les aléas, enfin tous les événements qu'on a pu connaître, ces 3-4 dernières années,
à savoir la crise Covid, la succession de sécheresses depuis 2018, la révision de la PAC qui va aussi avoir des impacts sur les évolutions du marché. Et puis la mise à jour du cahier des charges bio en 2022. Et enfin, les perturbations de marché qui sont liées, entre autres, à la crise Covid et puis au début de la crise ukrainienne, mais également tout simplement au fait que les filières, de viande bio étaient globalement en croissance, depuis, 2010, enfin entre 2010 et 2020, et là, on a un peu, moins d'engouement sur ces filières-là, depuis 2020. Donc un changement un peu de contexte entre le début et la fin du projet. Globalement, simplement pour rappeler, le projet Bioviande, il se focalise sur, il a ch le choix des acteurs, c'est de se focaliser sur 2 thématiques, à savoir, les élevages qui finissent au moins une partie de leurs animaux en bio. Puisqu'en fait, pour vous donner les chiffres des veaux nés en 2014, on a 59 des mâles, issus d'élevage bio qui étaient vendus en conventionnel à l'échelle de la France et 21 des femelles. Donc, on a un problème de valorisation en bio des animaux. Et la deuxième thématique, abordée, c'est, le fait de s'intéresser plus particulièrement aux élevages, qui élèvent le plus à l'herbe possible pour différentes raisons. Déjà parce que, l'herbe, c'est la ressource, principale locale à l'échelle du Massif central. Et puis pour, répondre aux attentes sociétales, à différents enjeux que sont la compétition feed food, mais également, en lien avec, le coût important des matières premières en bio, en comparaison à l'herbe. Et enfin, le fait aussi que le cahier des charges bio, évolue et a tendance à vouloir, des élevages qui sont toujours, le plus à l'herbe possible, notamment on l'a vu avec les évolutions de 2022. Donc dans ce contexte-là, comment se situe mon stage? Donc mon stage, il se focalise sur, les élevages bovins. Moi, j'ai pas traité les ovins, même si ça fait partie du projet Bioviande. Bovins viande bio qui sont élevés sur le Massif central, et je m'intéresse donc aux bovins, qui sont finis, le plus à l'herbe possible. Mon stage, il s'intéresse plus particulièrement à 3 attentes exprimées par la filière, à savoir, de tester une méthodologie pour pouvoir, se projeter, dans l'avenir et avoir une meilleure idée de quel type de carcasses vont arriver dans les temps à venir, tant en termes de volume que de qualité. Parce que les acteurs de la filière ont manifesté une difficulté à créer des débouchés en lien avec, les productions qui sortent, des élevages. Donc tester une méthodologie pour voir si on arrive à anticiper vers quel type de quantité et vers quel type de qualité on se dirige, mais également, pouvoir utiliser cette étude pour apporter une certaine visibilité sur les productions à venir. Donc il y a un enjeu méthodologique et un enjeu, on veut savoir ce qu'il y a après. Et enfin, le but de ce stage aussi, de cette étude, c'est de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments pour alimenter le dialogue entre les acteurs et donc essayer d'apporter, des éléments de dialogue entre les acteurs de l'amont et de l'aval. Donc pour répondre à ça, l'étude qui a été mise en place, elle s'intéresse à l'analyse des trajectoires de conversion des élevages, depuis l'année juste avant leur conversion jusqu'à 2020-2021. Et les questions qu'on se pose, c'est de savoir quelles sont les tendances d'évolution de ces élevages, depuis l'année avant leur conversion, et est-ce que connaître ces trajectoires types, peut aider la filière à se projeter sur, les carcasses à venir, tant en termes de qualité que de quantité. Voilà un peu pour le contexte. Du coup, maintenant, je vais rentrer un peu plus, dans le vif du sujet et vous présenter la méthodologie qui a été adoptée, pour la mise en place de l'étude. On est parti pour, faire notre analyse de trajectoire de 2 éléments principaux, de 2 types de données principaux. Tout d'abord, pour avoir, des informations sur les élevages avant leur conversion, on a essayé de récupérer auprès des conseillers, des différents territoires, des diagnostics de conversion qui soient relativement détaillés, qui nous ont fourni du coup les données initiales de la trajectoire. En ce qui concerne les données, finales de la trajectoire, elles ont été récupérées lors d'entretiens en ferme ou qui ont duré, à peu près 2 heures, entre 1 heure et demie, 2 heures et demie selon les entretiens, et qui étaient enregistrés.
Et lors de ces entretiens, à chaque fois, les questions qu'on se demandait, c'était, comment est-ce que c'était avant? Quelle était la situation avant la conversion? Quelle était la situation en 2020 ou 2021? Et pourquoi est-ce que l'éleveur a opéré tel ou tel changement? Et le choix de l'année finale, je vous dis à chaque fois 2020 ou 2021, c'était en fonction de la dernière comptabilité disponible pour pouvoir mettre en regard un peu les chiffres techniques et les chiffres économiques. Hem, donc voilà comment on a opéré pour, la récolte des données. Et en ce qui concerne les thématiques qu'on a abordées lors des entretiens, qui sont aussi les thématiques traitées, en fait, dans les diagnostics de conversion, elle porte sur, d'une part, un historique de la ferme, une présentation de l'éleveur et de son exploitation un peu globale. Et ensuite, thématique par thématique, on a pu aborder la gestion des cultures, la gestion des fourrages, la gestion du troupeau et puis tout ce qui tournait autour de la commercialisation des produits et la comptabilité. Sachant que dans commercialisation, il y avait un focus sur, quel type de qualité de carcasse, vous produisez, sur la ferme. Ensuite, en ce qui concerne la valorisation de ces données récoltées, il y a eu un peu, 3 grandes étapes, dans la construction, de la méthode. La première, ça a été, de définir des indicateurs d'évolution à partir des données récoltées. Donc comment est-ce qu'à partir de ces entretiens qui sont sous forme de prise de notes ou d'enregistrement vocal, on arrive à définir des indicateurs qui permettent, de définir une trajectoire? Et puis, une fois qu'on a défini un certain nombre d'indicateurs qui décrivent les évolutions observées, il a fallu identifier lesquels étaient pertinents et lesquels, il était pertinent de conserver pour décrire les trajectoires. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, en parallèle, en réalité, on a opéré un traitement statistique. Donc pour ceux à qui ça parle, il s'agit d'une analyse, en composantes multiples et puis, suivi d'une méthode de classification. C'est pas grave si ça ne parle pas à tout le monde. Heu, En tout cas, l'objectif du coup de cette méthode, c'était de mettre en évidence, les différentes trajectoires types, à partir des indicateurs qu'on a identifiés comme étant pertinents. Et alors en plus de ce travail qui est le gros du travail de l'étude, il y a également eu, pour 9 élevages sur les 14 qui ont été enquêtés, on a pu récupérer, les données d'abattage, depuis l'année avant la conversion. Et donc on verra qu'une analyse un peu descriptive de ces données nous ont permis d'appuyer l'étude qui a été faite sur les trajectoires. Hop, donc voilà pour la méthode qui a été mise en place. Et donc je vais présenter un peu les élevages enquêtés, avant de vous expliquer un peu, quelle trajectoire on a pu mettre en évidence. Alors, on a enquêté, 14 élevages qui ont été pris en compte, dans l'analyse. Sur différents départements, donc on en avait dans le Puy-de-Dôme, 2 dans le Puy-de-Dôme, 4 dans le Cantal, en Haute-Loire, en Loire et 1 dans le Rhône. Donc relativement étalé, mais malgré tout autour du Puy-de-Dôme puisque j'étais localisée à Clermont-Ferrand, on n'a pas pu, pour des raisons, de technique et de coût, élargir beaucoup plus loin que ça. Et en termes de date de trajectoire, donc en fait à droite, ça correspond aux trajectoires qui ont été étudiées. Le bleu le plus clair, ça va être, l'année du diagnostic de conversion, voir les années après si l'éleveur s'est pas converti tout de suite. Ensuite, on a en bleu clair les 2 années, de conversion. Et puis bleu foncé, ça va être, le moment où l'éleveur, ou l'éleveuse, est convertie à la bio, enfin produit du bio. Et donc on voit que ça s'étale entre pour les plus vieux, les plus vieilles conversions, on en a de 2007 ou de 2011, voire 2012. Et ensuite, on a quand même le gros du paquet qui va être sur 2015, 2016, 2017. 2018. Et on a pris, pas après 2018 parce qu'on avait besoin d'avoir un minimum de recul sur les trajectoires pour pouvoir, avoir une analyse intéressante. Oups. Alors pour vous présenter un peu, les élevages qui ont été enquêtés, les 14 élevages, j'ai choisi de vous présenter, les élevages tels qu'ils sont en 2020-2021, sachant que du coup ils étaient tous, différents, au moment de leur conversion. Mais pour donner un peu, une idée de l'échantillon auquel on fait face. Hem, En termes pour les chiffres que je vous donne, à gauche, j'ai mis une colonne, référence 2019. Ça correspond aux références qui sont issues du projet Bioréférence. Ça permet de comparer un peu mon échantillon à l'échantillon, Bioréférence qui a été, réalisé sur l'ensemble du territoire.
Cependant, il faut savoir que mon échantillon, il est de 14 éleveurs et il y a à peu près une vingtaine d'éleveurs, je crois, sur l'échantillon de bioréférence, donc il n'est pas beaucoup plus gros. Mais on constate qu'au niveau de la surface agricole utile, on est sur à peu près, les mêmes ordres de grandeur, donc 127 hectares en moyenne, avec la plus petite exploitation qui avait 40 hectares et la plus grosse, en termes de surface, 210. En termes de nombre de vaches, on est aussi à peu près dans la moyenne, un petit peu plus. On a 69 vaches allaitantes, dans les élevages de l'échantillon, donc entre 14 et 63, vaches selon les élevages. Et en ce qui concerne, le chargement corrigé, on a un chargement qui est plus important, sur l'échantillon par rapport à la référence 2019. Donc c'est en lien avec notre critère d'échantillonnage qui est que nous avons choisi de se tourner vers des fermes qui finissaient particulièrement les animaux. Alors qu'à l'échelle du Massif central, comme j'ai dit, précédemment, il y a beaucoup d'élevages qui vont envoyer leurs animaux, allaitants, dans les filières broutards. On a également une, part des prairies un petit peu plus importante. Donc là, encore une fois, le projet Bioviande s'intéresse plus particulièrement aux éleveurs qui finissent à l'herbe. Donc rien de surprenant, mais on a en général, 85 des prairies, donc temporaires et permanentes, dans la SAU. Et puis pour finir sur les aspects, comptabilité, on a des élevages, alors j'ai pas triché sur les chiffres, ça tombait vraiment pile poil. On a, des élevages en moyenne qui ont des résultats comptables, similaires à ceux de la référence, donc à savoir 53 000 € en termes d'EBE par, unité de main-d'œuvre exploitante, avec une variabilité entre 18 000 et 83 000, selon les exploitations enquêtées. Pour vous donner une idée un peu des systèmes de production, on a quand même, un gros paquet, donc 6 élevages qui sont en système, broutard pour les mâles, donc ils vont commercialiser les mâles majoritairement en broutard, heu et les femelles, plutôt en génisse, voire parfois quelques broutardes. Et ces élevages-là, généralement, il y a quelques bœufs qui ont été produits, mais disons plutôt en 2022-2023, donc pas en 2020-2021. Ensuite, on a, 4 exploitations qui sont en production diversifiée. Donc là, on va avoir, tout un panel, d'animaux. Ça peut être, sur la même exploitation, on va avoir, des gibets, du veau, de la vache, finie, de la génisse, et on a aussi, pour les races un peu à plus petits effectifs, de la vente de reproducteurs. On a également des élevages qui sont spécialisés en gros bovins, donc qui eux, vendent, tous, leurs animaux finis, donc généralement en bœufs, génisses et vaches de réforme engraissées. Parfois aussi, pas de génisse, mais des primipares à la place. Et enfin, un élevage spécialisé en veau. En ce qui concerne, les races, hem, donc là, je vous ai mis le nombre d'exploitations, qui possèdent un troupeau de chaque race. Donc on a six exploitations qui ont un troupeau de charolaises, 3 qui ont un troupeau d'aubrac, 2 des limousines, 2 en salaire, et on a 3 exploitations qui ont des races un peu moins courantes, à savoir la Angus, la Hereford ou la Ferrandaise. Il est intéressant aussi de noter qu'il y a 2 exploitations sur les 14 qui ont 2 troupeaux, avec généralement, enfin, les 2 exploitations qui ont 2 troupeaux, elles en ont un en race lourde, donc soit limousine, soit charolaise, et un autre en race plus précoce ou plus rustique. En l'occurrence, c'était Hereford, ou Ferrandaise. Et pour finir, pour la présentation de l'échantillon, en termes de commercialisation, on a, 6 des élevages, pas 6, pardon, on a 6 élevages sur les 14, donc presque la moitié, qui sont en 100 en circuit long. On va en avoir 4 qui font, à la fois de la vente en coopérative et de la vente en vente directe, avec une vente en vente directe, non, pardon, oui, donc 4 qui font de la coopérative et de la vente directe, 2 qui vendent en coopérative et en circuit court, donc souvent à des bouchers ou des ateliers de transformation, et il y en a 2 qui font de la vente directe majoritaire. Alors à présent, je vais vous présenter, les trajectoires, donc les trajectoires types, et puis essayer de donner certains éléments pour voir, qu'est-ce qu'on retire de ces trajectoires identifiées. Ah oui, alors avant de vous présenter les trajectoires, simplement je vous explique, quels sont les indicateurs qu'on a finalement retenus pour définir ces trajectoires-là.
Donc on a retenu un indicateur. À chaque fois, ce sont des indicateurs d'évolution. Donc l'indicateur d'évolution de la consommation en concentré par UGB par an, donc c'est à l'échelle globale de la ferme. On s'est intéressé à l'évolution des races. Est-ce que l'éleveur a gardé la même race? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a gardé une race rustique ou est-ce qu'il a gardé une race lourde? On s'est intéressé à un indicateur de finition, du coup qui s'appuie sur, les calculs de l'évolution des taux de finition d'un côté des mâles, de l'autre des femelles. On a également un indicateur sur les débouchés. Est-ce que l'éleveur a évolué dans ses modes de commercialisation, entre le moment où avant la conversion et 2020 ou 2021? Et on a également un indicateur qui porte sur, la charge de travail totale. Donc par total, on entend, à la fois le à dire d'éleveur, c'est-à-dire est-ce que l'éleveur trouve que sa charge de travail a augmenté? Et également on s'intéresse au nombre, à la main-d'œuvre présente sur la ferme, s'il y a eu, plus ou moins d'UMO, au cours de la trajectoire. Et on s'intéresse également enfin aux investissements. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, on a vu que les trajectoires étaient en partie corrélées avec les dates de conversion, c'est-à-dire qu'on va avoir des trajectoires qui sont plutôt caractérisées par des élevages qui se sont convertis il y a moins longtemps et d'autres il y a plus longtemps. Et donc, de ces différents indicateurs a émergé, avec la méthode de classification, 4 trajectoires types, pardon, qu'on a conservées. Alors juste pour illustration, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà à quoi ressemblait l'ACM. Donc on a conservé, 3 dimensions, pour décrire, nos trajectoires et nos individus. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les 4 trajectoires qui ont pu être mises en évidence? À chaque fois que je décris une trajectoire type, c'est, la trajectoire type, les éleveurs ne cochent pas qui appartiennent à cette trajectoire ne cochent pas forcément, l'ensemble de toutes les cases, mais globalement, c'est à ce groupe-là qu'ils vont se rapporter. Donc la trajectoire A, ça va être, la trajectoire qui est caractérisée par, des élevages qui se sont convertis il y a moins longtemps que les autres, généralement plutôt autour de 2016, entre 2016 et 2018 et qui sont caractérisés par, le fait qu'ils ont conservé leur race et qu'ils avaient une race à l'origine qui était lourde, donc généralement, enfin, soit limousine, soit charolaise. Globalement, ce qu'on constate sur ces élevages-là, c'est qu'il y a eu, peu, d'évolution en comparaison aux autres, exploitations de l'échantillon. En ce qui concerne l'autonomie en concentré, c'était des élevages qui avaient au début de la trajectoire, donc avant la conversion en bio, une autonomie relativement basse et qui ont conservé, cette autonomie relativement basse. Donc à chaque fois quand je dis haut ou bas, c'est en comparaison avec le reste de l'échantillon. En ce qui concerne la consommation en concentré, bien qu'ils aient du coup un faible niveau d'autonomie, ils ont quand même diminué leur consommation en concentré par UGB. Donc globalement, moins dépendant de l'achat. Et ce sont des élevages qui ont augmenté la finition des femelles, mais pas des mâles. Donc généralement, ça va être des élevages en système, broutard pour les mâles et ils finissent, de la génisse et leurs vaches. En termes de charge de travail et d'investissement, ce sont des élevages qui ont globalement une charge de travail, totale qui a diminué et des investissements relativement faibles, donc très souvent on parle de renouvellement de matériel agricole. Et donc c'est une trajectoire dans laquelle il y a 4 élevages sur les 14, qui sont, inclus dedans. Ce qui est intéressant après de se demander, c'est de savoir est-ce que ces élevages-là, ils produisent des carcasses qui répondent aux attentes de la filière longue? En première tranche, de bioviande, il y a eu un travail qui a été fait avec, l'aval de la filière pour, réaliser des fiches, des attentes des filières. Donc c'est à l'issue d'entretiens, on a pu définir, pour les vaches, les bœufs, les veaux et les génisses, quelles étaient les attentes de la filière longue. Et donc je me suis appuyée là-dessus pour définir, 2 catégories, les valorisations, pour faire du piécé, donc typiquement en boucherie ou, en magasin, ou en rayon boucherie, dans les magasins. Et puis, plutôt les demandes pour du transformé, donc ça va être tout ce qui est steak haché, GMS et RHD, restauration à domicile. Et donc quand on regarde pour les vaches, des exploitations, alors je tiens à préciser que le graphe que je vous montre, c'est pas seulement les fermes de la trajectoire A, ce sont les fermes, qui ont, ce sont les vaches qui sont de race lourde pour l'ensemble des fermes. Donc je peux avoir certaines, exploitations qui sont pas de la trajectoire A, mais globalement quand on a des races, lourdes, on se rend compte qu'il y a à peu près 80 des animaux qui rencontrent, la demande de la filière, donc c'est plutôt un bon pourcentage
et on a une légère tendance à la diminution de ce pourcentage-là. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait qu'on s'éloigne de la conversion ou est-ce que c'est dû à l'aléa climatique des dernières années? On peut difficilement dire, mais on constate, tout de même une légère diminution du pourcentage de vaches qui répondent à la demande. Si on regarde la même chose pour les génisses, donc pareil pour les races lourdes, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout le même tableau et on a autour de 25 seulement des génisses qui répondent, aux demandes exprimées, dans les fiches filières. Avec là pareil une tendance à la diminution mais qui est pas très claire. Donc c'est intéressant de constater que pour ces élevages-là en vaches, il y a pas tellement de soucis, mais au niveau des génisses, c'est moins clair. Enfin en ce qui concerne les bœufs, de race lourde, donc là à prendre avec des pincettes parce que j'ai seulement 2 fermes qui sont représentées donc et seulement 0 à 10 bœufs par an, donc c'est assez peu. Mais on constate que globalement, les éleveurs, il y a une augmentation du nombre de bœufs, qui répondent à la demande, donc ça donne le pressentiment que les éleveurs sont capables au fur et à mesure d'affiner, leur engraissement, des bœufs pour essayer de se rapprocher de la demande de la filière. Donc globalement, qu'est-ce qu'on retient de cette trajectoire A? Ce sont dans notre échantillon, par rapport à notre échantillon, des éleveurs qui ont conservé leur race lourde et qui se sont convertis, plus tardivement. Donc ça peut être assez intéressant pour la filière de se dire que peut-être que, les conversions les plus récentes sont plutôt associées à des élevages qui vont être, plutôt dans la continuité du conventionnel et plutôt, avec des races, lourdes. Hem On a globalement des vaches pour ces exploitations qui répondent à la demande en circuit long, avec 80 d'entre elles. Heu, Par contre, pour les génisses, on en est qu'à 40 et puis ce qui est également intéressant de constater, c'est que là, à dire d'éleveurs, on a, les premiers bœufs en fait qui sortent en 2022-2023 dans ces exploitations-là, donc elles sont pas prises en compte dans ma méthodologie vu que je me suis arrêtée en 2020-2021. Mais en fait, on se rend compte que les bœufs de ces exploitations-là, elles arrivent plus tard. Ils ont besoin de à peu près 5 ou 6 ans pour faire les premiers bœufs et que les premiers bœufs qu'ils commencent à mettre sur le marché, et encore une fois à dire d'éleveurs, ils ont déjà ils peinent déjà à les valoriser, même dans le cas où l'éleveur, en préalable, a pu prévenir, le circuit long et échanger avec, soit la coopérative, soit le commerçant privé, en l'occurrence Charal, en disant: «Vous avez besoin de bœufs quand?» Et quand bien même, il avait pris cette précaution-là, voilà, on s'est retrouvé avec des cas de bœufs, qui ont dû être vendus en conventionnel, parce que, en fait, il y avait pas assez de demande par rapport aux bœufs produits. Donc une certaine difficulté à valoriser les bœufs, de race lourde. Ensuite, je regarde le timing, c'est bon, je suis dedans. En termes de pour la trajectoire B, la deuxième trajectoire qui est mise en œuvre, elle concerne plutôt des éleveurs qui se sont peut-être convertis un petit peu plus tôt et puis surtout qui ont conservé leur race également, mais eux, ils avaient de base une race rustique. Ce qui est assez interpellant dans cette trajectoire-là, c'est qu'on constate que, les éleveurs, ils ont une consommation en concentré par UGV qui est plutôt élevée, par rapport au reste de l'échantillon, alors qu'ils ont des races rustiques. Alors, certes, ils ont une consommation élevée, mais ils ont augmenté, leur autonomie en concentré, donc une moindre dépendance par rapport au début, au marché, au prix, des concentrés. Et ces éleveurs-là, généralement, ils finissaient déjà un certain nombre de femelles avant la conversion en bio et donc lorsqu'ils se sont convertis, ils se sont mis à développer la finition des mâles. Dans cette trajectoire-là, on va avoir des éleveurs qui vont, avoir, différents débouchés. Soit ils restent en circuit long, soit il y en a plusieurs, il y en a 2 parmi les 4 qui ont développé, du circuit court. Et globalement, ce sont des éleveurs qui vont avoir une charge de travail constante par rapport à avant la conversion, avec des investissements moyens, à savoir, soit du renouvellement de matériel, soit, de l'achat de bâtiments, enfin de la construction de bâtiments d'élevage, ou de la rénovation. Et là aussi, on a 4 élevages qui sont concernés. Hem, Hop, du coup, ici aussi, on se demande est-ce que les carcasses produites, par ces exploitations répondent aux attentes de la filière? Donc là, encore une fois, je présente, les graphes présentent, les résultats pour les vaches de race rustique, qu'elles soient ou non en trajectoire B. Mais, ce qu'on constate, c'est que pour les animaux de race rustique, on n'a pas du tout le même taux de réponse à la demande. On va seulement avoir autour de 50 des animaux, donc à gauche, c'était pour les races lourdes, à droite, c'est pour les races, rustiques. On va seulement avoir, 50 des animaux, qui répondent,
qui répondent à la demande. Je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais du coup, en violet, ce sont, les vaches qui répondent à la demande pour du piécé, en vert pour, du transformé et en rouge, c'est ceux qui n'y répondent pas. Donc on constate que c'est plus difficile, malgré une quantité de concentré, importante de ces élevages-là, ils n'arrivent pas à produire, les attentes, de la filière longue, en termes de vaches. Tout Je me suis perdue dans mes diapos. Voilà, en ce qui concerne les génisses, on est à peu près sur, l un peu plus de génisses qui répondent, à la demande. Donc, j'ai pas eu le temps de creuser, mais est-ce que c'est lié à l'aptitude des génisses en race rustique à engraisser peut-être plus facilement grâce à des carcasses moins lourdes, à voir, mais en tout cas, bon, on est à peu près sur les mêmes proportions, mais un petit peu moins heu, un petit peu plus d'animaux qui répondent à la demande en génisse. Pour les mâles, les données récupérées nous permettent pas d'avoir une aperçu sur ce point, mais en fait, dans les fermes, ce qu'on constate, c'est que la finition, elle se fait pas forcément que par les bœufs. Les éleveurs, mettent en place plusieurs types de production parfois sur une même ferme. Ça peut être du gibet, du bœuf, du veau. Hem, Ils vont pas forcément aller, que vers le bœuf, pour valoriser les mâles, souvent parce que, c'est pas forcément facile de valoriser et de ensuite commercialiser les bœufs. Donc les points clés à retenir sur cette trajectoire B, globalement, c'est que, malgré un recours important en concentré, les productions, qui sont mises en place, tant en termes de vaches que de génisses, ne répondent pas vraiment aux attentes de la filière longue, donc en tout cas pas au plus de 50. Et on a une certaine difficulté exprimée par ces éleveurs-là pour la commercialisation des mâles. Une difficulté que les éleveurs, contournent, si je peux dire ça ainsi, en d'une part en diversifiant les animaux produits, notamment pour les mâles. Donc au lieu de faire, que du bœuf, ils vont faire, du bœuf, du veau, du gibet, ils vont faire plusieurs types d'animaux. Aussi pas mal, de ventes de reproducteurs. Heu et également, en termes de mode de commercialisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie des éleveurs qui vont se tourner, vers du circuit court, voire même de la vente directe, au sein de cet échantillon-là. Ensuite, pour la 4e trajectoire, donc c'est la trajectoire C. La trajectoire C, globalement, c'est les éleveurs qui font de la vente directe et ce sont des éleveurs qui faisaient déjà de la vente directe avant la conversion en bio et qui ont continué de faire de la vente directe après. Des élevages qui étaient déjà très autonomes en concentré avant la conversion, avec des consommations de concentré qui étaient basses avant et qui restent basses. Et une finition pareille, que ce soit pour les mâles ou les femelles, qui étaient élevées avant et qui continuent d'être élevées après. Donc en fait, c'est un peu le pendant de la trajectoire A, dans le sens où il y a eu relativement peu d'évolution, depuis la conversion, mais on n'est pas sur le même profil de non-évolution. Avant, la trajectoire A, c'était plutôt, des élevages, très typés, enfin, système assez typique, conventionnel, par rapport aux autres élevages de l'échantillon. Alors que là, on va avoir des éleveurs, très tournés vers la vente directe, et puis, l'autonomie, à la fois en fourrage et en concentré. Globalement, ces élevages-là, ils sont marqués, par un point fort au cours de leur conversion, à savoir l'évolution principale, ça va être l'augmentation de la charge de travail totale sur l'exploitation et d'importants investissements, qui vont prendre la forme, souvent d'ateliers de découpe, s'ils n'étaient pas déjà présents avant sur l'exploitation, voire, d'irrigation, hem, de systèmes d'irrigation. Heu, Tac, 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 quel est le point que je voulais soulever? Hem, Ils développent leur vente directe, je suis désolée, j'ai perdu le fil. Hem, mais bon, je vais continuer, puis ça me reviendra. J'avais un élément à dire et je l'ai perdu, il s'est envolé. Du coup, les points clés à retenir, pour ces trajectoires-là, c'est que ce sont des éleveurs, qui sont sortis de la filière longue, mais du coup au prix, d'investissements, presque au sens large des éleveurs. C'est-à-dire que ce sont des éleveurs qui ont dû, beaucoup investir, comme je l'ai dit, dans différentes structures, augmenter leur charge de travail ou du moins la charge de travail totale sur l'exploitation et puis, surtout, des éleveurs qui se sont vraiment diversifiés en termes de savoir-faire.
On va avoir des agriculteurs, enfin des éleveurs qui sont agriculteurs puisqu'ils cultivent leur propre culture, souvent avec des comment on appelle ça? Des successions culturelles assez complexes. Des éleveurs qui sont éleveurs, des éleveurs qui sont transformateurs, qui sont commercialisateurs, non ça ne se dit pas, qui sont commerçants, et donc qui ont vraiment multiplié, leurs casquettes et leur savoir-faire. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a pas un type de race. On a différentes races dans cet échantillon-là et en fait, on a soit les éleveurs qui font le choix de la race rustique, et qui dans ces cas-là, finissent leurs animaux, donc des races, type, Angus, Hereford, et on a d'autres éleveurs qui font le choix de races lourdes, heu, mais qui du coup ne finissent pas leurs animaux. Ils vont vendre des gibets qui sont, enfin dans le cas de la ferme à laquelle je pense, des gibets qui sont presque pas finis en fait, et vont réussir à les commercialiser en les transformant, avec une clientèle qui est satisfaite, en tout cas enfin de ce qu'elle achète. Hem, voilà pour la trajectoire C. Ensuite arrive la dernière trajectoire, donc celle-ci, il y avait 4 éleveurs, hein, dans cette trajectoire-là. Pour la 4e trajectoire, cette fois-ci, on n'a que 2 éleveurs, donc un petit peu moins solide, mais tout de même, c'est la trajectoire des éleveurs qui changent de race pour valoriser l'herbe et finir tous leurs animaux. Donc là, on a des éleveurs qui étaient en race lourde, soit, limousine, soit charolaise, et qui, suite à leur conversion en bio, ont fait le choix de changer de race pour aller vers des races, plus rustiques et plus précoces. Donc en termes d'autonomie en concentré, stricto sensus, ils n'ont 0 autonomie vu qu'ils sont en système toute herbe. Par contre, ils vont avoir une consommation en concentré par UGB qui est très faible et du fait du changement de race, et surtout, ils vont augmenter la finition à la fois des mâles et des femelles, ils vont tout valoriser en bœufs et en génisses. En termes de charge de travail et d'investissement, on est sur les élevages où la charge de travail est la plus faible, diminue le plus, avec des investissements, vraiment faibles, heu, pour les éleveurs, et des exploitations. Alors là, il y a marqué date de conversion 2007 et 2016, ah oui, si, c'est ça, oui, 2007 et 2016. Donc date de conversion, variable, plus ou moins récente. Hem, Ce qui est intéressant de voir, donc là, encore une fois, j'ai pas suffisamment de données, pour vous montrer des graphes, mais à dire d'éleveurs, en tout cas, ce sont des élevages qui ont peu de charges, qui sont très à l'herbe, peu de travail, mais qui ont quand même du mal à commercialiser leurs animaux. Donc soit on est dans le cas d'un marché de niche avec, de de la Angus, soit on est dans le cas d'éleveurs qui font du bœuf, mais qui ont du mal à commercialiser en circuit long, avec là encore, l'éleveur qui explique des difficultés à commercialiser ses animaux, avec des bœufs qui restent parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans l'exploitation alors qu'ils cherchent à les vendre et qu'ils sont prêts et qu'ils sont finis, et du coup une obligation, en l'occurrence de se tourner vers des circuits, des circuits plus courts, mais qui sont plus difficiles à construire. Donc voilà, je vous ai présenté un peu chaque trajectoire une à une, avec les différents enjeux qui en ressortent. Hem, pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces trajectoires, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors plusieurs choses. Déjà d'une part, une demande, des acteurs, c'était de savoir est-ce qu'on on peut mettre en place, une méthodologie qui permette, d'avoir une idée sur le type en termes de qualité et de quantité de carcasses qui va arriver sur le marché dans les temps à venir. Alors oui, dans une certaine mesure, on constate que les trajectoires définies, donc en gros, la question pour la reformuler plus clairement, est-ce que les trajectoires qu'on a observées, on pourrait quelque part les déterminer seulement à partir d'informations dont on dispose au moment de la conversion? Heu, la réponse est oui dans mon échantillon. À savoir que si on s'intéresse au choix de race et à la vente directe, on arrive à catégoriser, les exploitations, enfin le type de trajectoire associée aux exploitations, et du coup, associé à ces trajectoires, vers quel type de d'augmentation de la finition on va. Est-ce qu'il y a peu d'évolution? Soit parce que, ils finissaient déjà tout et qu'ils continuent, soit parce que, ils avaient des débouchés multiples au départ et continuent d'avoir des débouchés multiples, à la fin.
Ou est-ce qu'il y a une augmentation de la finition des femelles avec un système broutard à côté? Ou bien des élevages qui finissaient déjà les femelles et qui se mettent à faire des mâles en plus, voire même des élevages qui faisaient assez peu de finition et qui se mettent à engraisser les mâles et les femelles. Donc voilà, sans on peut pas prédire l'avenir, mais peut-être que c'est un outil qui peut déjà avoir une idée de se dire: «Bon, bah, si l'éleveur qui souhaite se convertir, souhaite, changer de race ou est-ce qu'il est en race lourde, en race, rustique? Est-ce qu'il fait déjà beaucoup de ventes directes ou pas?» Peut-être que ça peut être un moyen d'avoir déjà une idée sur, vers quel type d'augmentation de la finition on va. Hem, j'ai indiqué à nuancer parce que voilà, on est sur un échantillon de 14 élevages et puis, sur des trajectoires entre 2007 et 2020, avec une conjoncture, qui va être différente dans les années à venir. Et ensuite, en termes de si on se pose la question, qu'est-ce que ce travail, peut apporter comme élément de discussion pour les acteurs, de la filière? Bah, on a plusieurs éléments qui ressortent. D'une part, bon, c'est aussi lié à notre, choix d'échantillonnage, mais on constate qu'aucun éleveur, n'est resté en système 100 gros tard et qu'ils ont tous augmenté leur finition, au moins des femelles, voire pour la plupart des mâles aussi, même si ça va se faire, en 2022-2023 pour certains. Donc une recherche de ces éleveurs-là de finir leurs animaux pour valoriser leurs animaux en bio et ramener de la valeur ajoutée. Hem, Ensuite, on constate quand même, peu importe les trajectoires, une difficulté générale à commercialiser les mâles en filière longue, voire même certaines femelles, comme on a pu le voir par exemple avec les vaches, de race, plutôt rustique ou même les génisses de race lourde, pardon. Et ce qu'on constate, c'est que finalement les éleveurs en vente directe et circuit court, ils parviennent à valoriser tous leurs animaux, finis, en bio, Heu, avec parfois des ventes d'animaux, qui ne correspondent pas à la demande de la filière longue, mais que les éleveurs arrivent finalement quand même à valoriser, d'eux-mêmes et que, cette valorisation-là, elle implique, de lourds investissements pour les exploitants, beaucoup de charges de travail et une accumulation de savoir-faire. Hem Donc là, ça pose un peu la question, de vers quel type d'élevage on veut tendre, dans les temps à venir et puis, je pense que c'est aussi important d'avoir en tête, bah, le fait qu'on a de moins en moins d'exploitants, de manière générale, avec les départs à la retraite, et donc on a vu qu'il y avait différentes trajectoires avec des éleveurs qui font peut-être plus le choix, de diminuer la charge de travail, hem et qui du coup vont aller vers, du circuit long, hem mais finalement, les éleveurs qui arrivent vraiment à valoriser tous leurs animaux en circuit long, ça va être quand même majoritairement des éleveurs qui se retrouvent avec des charges de travail et d'investissement qui sont très importantes et qui posent du coup la possibilité de ces fermes d'être reprises ou bien, d'attirer des nouveaux, éleveurs dans les temps à venir. Et un autre élément, qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait l'évolution des taux de finition, s'opère dans des temporalités et dans des proportions différentes selon les fermes, que peut-être on peut en partie anticiper, avec le travail qui a été fait et donc qui peut serv ça cela implique que ce travail peut servir d'échange avec les acteurs de la filière pour dire: «Bon OK, on a une difficulté à commercialiser un certain nombre d'animaux qui pourtant sont produits, notamment des mâles. On a une petite idée de ce qui va arriver, par la suite. Notamment, on peut s'attendre à avoir, une augmentation du nombre de bœufs de race lourde, peut-être, à venir, dans les années enfin 2023, 2024, 2025. Du moins, c'est ce qu'on a observé dans mon échantillon. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec les acteurs de l'aval pour essayer de trouver des débouchés pour la valorisation de ces animaux-là? Donc un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants de discuter, avec les différents acteurs de la filière. Voilà, j'avais un dernier diapo, mais je pense qu'il va être trop long et trop complexe pour finir, donc je vais m'arrêter sur cette slide-là et puis, vous remercier pour votre écoute et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il reste, presque un quart d'heure pour qu'on puisse échanger sur ce qui a été présenté. C'est Myriam du pôle bio qui va faire mes petits complémentaires. Heu, donc du coup, ce travail, tu dois encore une demande va ouvrir les portes vers d'autres études.
potentiellement. Notamment, tu as utilisé des fiches, issues de la tranche 1 de Bioviande, les fiches filières. On sait que ces fiches, les acteurs de la filière, ont souhaité les faire évoluer, ce travail est en cours. Donc du coup, je pense que ce serait intéressant de revoir, ton D'accord. approche, enfin les résultats que tu as apportés, en intégrant aussi les nouvelles fiches dans la nouvelle mouture qui, sont un petit peu différentes, avec une approche assez différente et qui tient compte justement des évolutions du marché telles que les ont exprimées, les acteurs filières, en juin dernier. Donc on voit bien que, bah, du coup, c'est un dialogue permanent et je pense que tu vas pouvoir amener, ça devrait amener pas mal de billes pour ces échanges-là. Mmh. C'est plutôt une remarque plutôt qu'une question. Oui. Mais je ne sais pas si ça évoque des choses pour les personnes qui sont présents, parmi nous. Effectivement, ça pourrait être intéressant de remettre à jour les graphes, que j'ai présentés avec les nouvelles fiches filières. Est-ce qu'il y a, si je peux me permettre, donc c'est Émilie là qui parle, donc Émilie Ollion qui a aussi encadré le stage de Capucine. Ce que je trouve quand même assez frappant et intéressant, c'est que dans l'analyse que Capucine a faite des données, on avait quand même pas mal de données agronomiques aussi sur les assolements, les rotations, les choix de culture faits par les éleveurs. Parce qu'on faisait l'hypothèse que c'était aussi déterminant dans l'évolution des trajectoires, le chargement, etc. Et en fait, on se rend compte finalement que, j'ai envie de dire, peu importe la stratégie des éleveurs à ce niveau-là, on n'a pas vu d'impact majeur sur la capacité des éleveurs à finir ou non les animaux, à répondre ou non aux attentes de la filière, à avoir des trajectoires, on va dire, entre guillemets, de durabilité qui s'orientaient dans une direction ou dans une autre. Donc, c'est quand même assez marquant. Enfin, moi, en tout cas, j'étais peut-être frustrée parce que j'avais des croyances, mais en tout cas, c'était assez marquant de dire que je retiens que dans tous les systèmes et dans toutes les stratégies, que ce soit produire le concentré, l'acheter, et cetera, on reste quand même, voilà, dans des possibles et dans les champs des possibles, vis-à-vis des qualités des carcasses qui sont finies et que au global, finir les mâles, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué dans nos systèmes actuellement, quoi, et que ça se fait au prix, d'efforts sur la commercialisation importants. Et donc ça, c'est des messages que je trouve intéressants dans la discussion avec les acteurs des filières et notamment de l'aval, justement pour essayer d'anticiper la capacité de ces fermes-là à se développer et se pérenniser dans le temps dans les territoires, quoi. Alors, il y a une question de Valentine Avro sur, l'aspect économique, qui évidemment est important. Malheureusement, j'ai pas pu, creuser cette question-là, j'ai fait un certain nombre de relevés, notamment, la seule information que j'ai, c'est, l'EBE par UMO exploitant, qui est un indicateur que j'ai testé et en fait, il était pas corrélé aux trajectoires. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'une même trajectoire, on pouvait avoir une diversité, d'efficience économique. Autrement dit, les trajectoires présentées, a priori, ne peuvent pas on peut pas dire telle trajectoire est plus intéressante économiquement que telle autre. C'est d'autres facteurs, sous-jacents qui vont être, qui vont entraîner, la, comment dire? La qualité économique, enfin, c'est pas le bon terme, mais, de l'exploitation. Mais du coup, c'est encore Myriam, je pense que c'est aussi un résultat que tu dois peut-être mettre en avant, le fait qu'il y a pas de lien évident avec les aspects économiques et que c'est Ouais. pas parce qu'il y a tel profil qu'on va avoir pour autant, ouais, voilà, je pense que c'est un point aussi qui finalement qui peut être souligné, au moins Mmh. Ouais. à mettre, au débat. Et Capucine, c'est Émilie là. Du coup, je rajoute un point. C'est bien, ça nous donne, merci Valentine, ça nous donne du grain à moudre. Sur l'intérêt aussi d'étudier la situation économique de départ au moment de la conversion. Mmh. D'essayer de voir si la situation économique de départ au moment de la conversion est corrélée à certains types de trajectoires. Ah Que tu as oui. le final, tu vois, tu as ton EBE Ouais. final que tu vas regarder, mais en fait, est-ce que l'initial fait que les acteurs s'orientent d'un côté ou d'un autre? Mmh. Merci Valentine pour cette question. Merci à vous pour y avoir répondu. Ce que je retiens aussi, c'est quand même, c'est qu'il y a des agriculteurs, au moins 2, qui ont quand même essayé de jouer la carte de se rapprocher du tout herbe.
Ouais. Est-ce que du coup, d'autres agriculteurs ont dit que c'était un choix qu'ils souhaitaient faire, mais qu'ils avaient abandonné? Est-ce que tu as eu dans les autres fermes, c'était pas du tout apparu dans les échanges? Est-ce que c'était, Alors, j'ai pas que 2 éleveurs qui sont en toute herbe. Notamment, il y en a un, mais il est dans la catégorie vente directe, parce que lui, il était plus attiré il rentrait plus dans cette catégorie-là, mais qui lui a fait le choix du tout herbe depuis le début. Le cas de cet éleveur-là, c'est un éleveur qui lui a mis sa charge de travail, sur, la commercialisation. Donc dès son installation, bien avant d'être en bio, il avait mis en place un atelier de transpo, avec, de la valorisation en vente directe. Mais du coup, il est en système tout herbe avec une race, enfin du coup oui, lui il fait de la ferrandaise, de la ferrandaise qui du coup fonctionne bien à l'herbe et puis sinon, ces limousines elles sont commercialisées en broutard, heu, en filière longue. Par contre, j'ai eu des éleveurs qui ont arrêté le tout herbe, qui étaient en tout herbe et qui sont, passés ensuite, qui ont commencé à mettre en place des cultures pour pouvoir, augmenter leur autonomie en concentré. Pour, réussir, notamment celui à lequel je pense, lui il engraissait très fortement ses animaux, enfin il engraissait fortement. Il faisait des carcasses qui correspondaient à une attente bouchère et qui lui a permis par la suite de commercialiser ses animaux en circuit court auprès d'un boucher directement. Et du coup, pour ça, il a choisi de quitter le tout herbe pour pouvoir engraisser ses animaux en autonomie, le plus possible. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de relativiser les taux, d'utilisation de concentré par UGB, parce qu'on n'est pas, sur la moyenne française, quoi. On est quand même Ah oui, sur un non. échantillon, dire, il y en a une partie qui sont pas en tout herbe, mais quand on est à 200 kilogrammes de concentré par UGB, je veux dire, c'est entre guillemets, c'est vraiment faible. Voilà, c'est en termes de enfin, voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément les chiffres, en termes de référence, on est quand même sur des systèmes très économes en concentré. On va dire quand on est sur ceux qui consomment beaucoup de concentré, il faut mettre des guillemets par rapport Mmh. à des moyennes, françaises, voire même régionales, quoi. Du coup, oui, peut-être, mettre des Ouais. références dans ce niveau-là, dans tes Mmh. explications. Peut-être en t'appuyant sur ne serait-ce que les résultats du projet bioréférence, pour donner une référence, Oui, un oui, repère. oui, bien sûr, ouais. Puis effectivement, c'est difficile d'être précis dans les chiffres, mais du coup, ça permet de donner des repères aux personnes, qui prennent en compte, qui écoutent tes résultats, quoi. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le cas d'un éleveur qui était enfin, qui avait l'objectif de faire du tout herbe, mais qui fait de la vente directe et qui a quand même pris le parti de finir un petit peu ses animaux avec du concentré parce que en termes de qualité de viande, lui, il s'y retrouvait pas. Enfin voilà, il y avait quand même ce besoin, cette nécessité d'avoir 1,5 kg de métail en finition, des animaux, voilà, pour donner le petit coup de boost et le petit coup de gras, par rapport à la qualité de viande que lui, il a envie de mettre sur le marché, pour ses clients, quoi. Et je pense que ça, c'est à l'appréciation de l'éleveur et du Oui, parce qu'un point qu'on peut souligner aussi, c'est que j'expliquais qu'en vente directe, les exploitants arrivent très bien à commercialiser leur viande, enfin leur carcasse. Il faut quand même, nuancer un petit peu dans le sens où, du coup, en vente directe, les clients n'achètent pas que la viande, ils achètent aussi, «l'expérience» entre guillemets d'achat et je je n'en sais rien parce que j'ai pas goûté ni vu la viande, mais voilà, ça peut arriver. On peut être dans des situations où en fait, le produit en tant que tel, n'est pas forcément conforme, aux attentes du consommateur lambda, mais la relation client avec, l'exploitant et le travail proposé par l'exploitant, va plaire et va entraîner, de la part des acheteurs, enfin voilà, une fidélité d'achat. Ouais, ce qui est intéressant aussi, peut-être que tu n'as pas forcément, eu le temps d'évoquer parce que cette, présentation a été faite aux éleveurs qui ont participé aussi à l'enquête. Donc il y a eu aussi, voilà, Capucine a eu l'opportunité de faire réagir les éleveurs sur les résultats de ces trajectoires et donc c'est extrêmement intéressant. Et du coup, pour rebondir sur, justement l'enjeu, de travailler de concert dans les territoires sur, la valorisation des animaux finis, les éleveurs qui étaient en vente directe soulignaient quand même le fait que, ben, c'était de plus en plus compliqué, qu'il y avait pas mal de fermes autour d'eux qui avaient arrêté ces dernières années, qui avaient eu le pic, l'engouement, du covid et puis que là, ça devenait de plus en plus compliqué avec la baisse du pouvoir d'achat et aussi avec, voilà, des stratégies commerciales qui devaient vraiment être réfléchies
Et que en fait vendre c'était un métier qui s'apprenait. Et je prends le cas d'un éleveur. L'anecdote de l'éleveur, c'est de dire qu'avant il commercialisait de la basse côte, et donc il avait du mal à la vendre, et à un prix de vente autour de je sais plus 12 € du kilo ou 11 € du kilo. Et il dit du coup, quand je l'ai passé à 14-15 € du kilo en disant pièce à griller ou côte à griller, tout de suite, il a réussi à la vendre beaucoup mieux, quoi. Donc, il y a aussi, voilà, tout cet apprentissage du métier de commerçant qui fait que, ben, voilà, soit on a la fibre et l'affinité et l'intérêt, soit ça peut vite être aussi décourageant parce que malgré tout, le marché de vente directe n'est plus si simple que ça, voire même engorgé. Et un éleveur qui disait, ben, moi, autour de moi, dans mon village, il y a 6 personnes qui font de la vente directe en viande de vache, et du coup, je me sens pas là de me lancer là-dedans, faire de la concurrence. Donc, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'on a quand même encore du pain sur la planche pour réussir à trouver des modes de concertation entre acteurs pour valoriser ces animaux qui, in fine, nous permettent d'avoir des systèmes d'élevage qui répondent quand même à pas mal de critères de durabilité dans les territoires, et qui répondent quand même sacrément aux attentes sociétales, quoi. Donc, c'est hyper intéressant, et moi je trouve ça hyper intéressant, et je trouve que c'est des éléments, en tout cas des supports dans nos discussions avec les acteurs pour peut-être qu'il y ait des déclics, des prises de conscience, ou en tout cas des convergences de points de vue qui puissent s'opérer pour arriver à trouver des solutions, que ce soit logistiques ou économiques, pour qu'on ait ces systèmes-là qui puissent durer et se pérenniser dans le temps. Du coup, aussi un petit complément. Est-ce que tu as eu des agriculteurs, enfin je change un peu de sujet, mais ça reste toujours la commercialisation. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui t'ont parlé de restauration hors domicile? Parce qu'effectivement, dans les fiches filières que tu as utilisées, c'était pas forcément si évident que ça comme débouché. On voit bien que dans les discussions qu'on a eues, comme je parlais tout à l'heure au mois de juin, avec les acteurs de Laval, la question de la restauration hors domicile est une filière qui finalement interroge et prend peut-être plus d'importance dans le champ de réflexion, en tout cas des acteurs des filières. Du coup, est-ce que toi, tu as eu des échanges avec des agriculteurs qui t'en ont parlé ou pas? Pour le moment, Très peu. Je très crois peu. que j'en ai 1 ou 2 qui commercialisent un peu en RHD, mais c'est anecdotique, pardon. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à cette question-là. Non, assez peu. Enfin, en tout cas, dans mon échantillon, ça ressort pas la RHD comme un circuit qui est adopté. Du coup, C'est c'était surtout un circuit qui nécessite souvent des intermédiaires et qui est assez compliqué pour avoir animé des projets dans le territoire, notamment sur l'équilibre matière, quoi. Parce que il y a des plateformes qui existent comme BioApro, etc. Mais du coup, pour les éleveurs en direct, c'est compliqué de gérer. La resto hors domicile, ils te demandent 500 kilos de rôti. Bon, 500 kilos de rôti, quand tu es éleveur tout seul, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, forcément, ça nécessite des intermédiations ou des intermédiaires de logistique collectif. Et donc, ça, c'est des choses qui sont en émergence, mais on se rend bien compte que c'est pas si évident que ça, et que l'éleveur a intérêt d'être sacrément motivé et avoir du temps à y passer pour pouvoir réussir à trouver cet équilibre-là et à trouver les débouchés, parce qu'il y en a forcément plusieurs qui vont bien, quoi. Et c'est aussi un travail permanent de se réinventer des débouchés, de s'adapter. Et ça, c'est vrai que en termes de temps et de charge, pour avoir eu dans l'échange avec les éleveurs là, que Capucine a pu réaliser, on sentait bien que pour les éleveurs qui étaient en vente directe, le poids est vraiment conséquent, quoi. Donc, et de plus en plus pesant, et avec une clientèle de plus en plus exigeante et de moins en moins armée financièrement aussi pour accéder à ces produits-là, quoi. Donc, Quelques petites informations complémentaires. Donc, je vous l'ai mis dans le chat, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats du projet BioViande sur le site du pôle bio. Vous avez l'adresse ici et dans le chat. Et pour info, donc il y a 3 prochains focus web qui sont programmés, qui concerneront plutôt les résultats du projet Bioréférence. Donc c'est un autre projet piloté par le pôle bio, plutôt sur la production de références technico-économiques en élevage de ruminants.
sur le Massif central, donc en bovin, ovin et caprin, en lait et viande. Donc il y a dans la semaine prochaine, vendredi, voilà, dans 10 jours, un focus web sur les grandes cultures dans les élevages biologiques du Massif central. Donc je vous mettrai le lien d'inscription si vous voulez dans le chat et vous le recevrez aussi par mail probablement, vu que vous êtes maintenant dans nos contacts, que vous êtes montré intéressé pour avoir les infos pour la suite. Ensuite, il y en aura un plutôt sur les résultats en élevage bovin laitier bio sur le Massif central. Donc c'est des résultats qui sont issus de suivi d'un échantillon d'une quinzaine de fermes, d'une vingtaine de fermes en bovin lait sur le massif. Et idem, on aura la même chose sur les résultats en ovin allaitant, bio toujours et sur le Massif central, avec quelques zooms aussi sur les pratiques dans ces élevages ovins, notamment dans l'objectif de limiter les achats alimentaires et voir quels résultats ils ont obtenus. Donc voilà pour la suite des événements de notre côté. On sera aussi présent au sommet de l'élevage avec des séries de conférences qui s'appellent les biothémas, qui sont co-organisées avec l'ITAB. Donc pareil, vous recevrez les informations par mail. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on fait et éventuellement adhérer au pôle bio Massif central, vous pouvez revenir vers nous par mail, il y a pas de souci. Voilà. Je vais juste sur l'autre ordi vous envoyer le lien d'inscription pour les grandes cultures. Sinon, au sommet de l'élevage, en cas des biothémas, il y aura les présentations de résultats les résultats qui vous ont été présentés vous seront aussi de nouveau présentés, mais avec peut-être quelques petits compléments. Voilà, puisque Capucine avait été aussi pas tout à fait finalisée encore toute l'analyse, même si elle est en phase de rédaction finale. Donc du coup, rendez-vous aussi au sommet de l'élevage. Ça sera, si je ne me trompe pas, Aurélie, c'est Le 5 octobre, le mercredi 5 octobre, pour ce qui concerne plutôt l'élevage, les élevages allaitants. Et le 6 octobre après-midi, il y aura une autre demi-journée plutôt sur les questions environnementales dans les élevages. Le 5, il y aura aussi un petit volet sur les porcs. Donc là, on n'est pas sur Oui, pardon. donc l'usage de l'herbe, dans tous les cas. Oui, sur l'engraissement à l'herbe, donc en bovin, ovin et porcin. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à tous et bonne fin de journée. Bon appétit.